pas pris d'eau. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la construction d'un générateur de site statique, c'est-à-dire d'un outil capable de générer à partir soit d'une base de données, soit dans notre exemple d'un fichier JSON ou potentiellement de n'importe quelle autre source de données, de pouvoir créer un site statique, c'est-à-dire un ensemble de pages HTML, un index et puis des pages individuelles pour chaque élément. Bon, c'est ce que j'ai retenu comme architecture simple. Avec l'avantage de cette génération de sites statiques, c'est que on est sûr que toutes les pages seront structurées de la même façon, puisque générées automatiquement. Mais avec, par rapport à un site dynamique fait avec WordPress, PHP ou que sais-je, côté serveur, l'avantage c'est que comme les pages sont déjà créées, elles sont beaucoup plus performantes, enfin le site sera beaucoup plus performant, et évidemment, c'est un point très important de nos jours d'avoir des sites qui répondent très vite, évidemment, et le plus vite possible. Alors ça, c'est notre objectif. Euh, une étude de marché montre qu'il existe énormément de systèmes à disposition. On a énormément de systèmes à disposition pour ça. Je vous ai mis un petit lien dans le coin, là, quelque part. Et mais ces outils sont tout souvent dans un cadre très strict et qui sont vite lourds. Alors que, en mettant un petit peu les mains dans le cambouis, on obtient rapidement un système léger, sur mesure et qu'on peut paramétrer totalement. Donc, on va se lancer, peut-être plusieurs épisodes, je ne sais pas encore, mais dans cet épisode-là, nous allons voir comment utiliser le moteur de template qui s'appelle Jinja, Jinja 2, première version, mais c'est donc la deuxième a priori. Euh, Ce moteur de template va donc être à la base, enfin le cœur du système évidemment. Alors il est utilisé par des grandes pointures comme Django, qui est aussi un générateur de sites façon WordPress pour ceux qui connaissent, mais et un peu plus, enfin bon, c'est un peu différent, mais quand même. Mais nous, ce qui nous intéresse encore une fois, c'est uniquement le moteur de template qui est totalement indépendant de tout autre outil et qui peut être utilisé tout seul. Une fois qu'on aura vu ce système de template, ou du moins les bases, parce que c'est quelque chose d'assez complet et c'est un peu plus que juste ce qu'on va voir, on va voir le service minimum, eh bien, on peut générer des pages automatiquement à partir de nos données. C'est ce vers quoi on va tendre. Une page index d'une part, et puis d'autre part, les 134 ou 133 pages de notre site, le tout ne prenant que quelques secondes, et puis après, évidemment, on met en ligne notre site sur un hébergeur, etc. Alors pour gagner un peu de temps, j'ai déjà monté un environnement virtuel Python, je l'ai activé et j'ai créé, ah ben non, j'ai pas encore créé les dossiers, donc je vais créer tout de suite un dossier qui va s'appeler template, dans lequel je mettrai mes templates, et un deuxième dossier qui va s'appeler build, dans lequel je vais mettre mon build, c'est-à-dire le site généré bien entendu. Donc les deux fichiers étant créés, enfin les deux dossiers étant créés, on va maintenant, je vais zoomer un peu, hop là, au moins pour cette partie. Donc pip install de Jinja 2. Et dans la foulée, puisqu'on veut optimiser au maximum évidemment, on verra aussi, ça ce sera plutôt utile pour la dernière partie, mais on va installer un minificateur de HTML qui permettra d'avoir des fichiers eux-mêmes optimisés, c'est-à-dire minifiés, sans espace, sans tabulation, etc. Donc une fois ces deux installations faites, hop, PIP, HTML et puis surtout Jinja 2, eh bien on va se lancer dans notre fichier app, c'est-à-dire commencer par mettre en place notre environnement de template. Donc le principe d'un template, c'est qu'on a un dossier qui va s'appeler template en l'occurrence, dans lequel on va avoir du code HTML qui va être simplifié avec des modèles à l'intérieur. Et notre fichier Python va charger le template, remplacer les valeurs, les variables à l'intérieur et générer du HTML évidemment. Dans un premier temps, on va faire du HTML un peu pourri évidemment, un peu simplifié, et puis on va monter en puissance bien sûr. Donc la première chose à faire quand on installe notre système va être évidemment d'importer Jinja 2 avec deux aspects qui sont d'une part le file system loader, c'est-à-dire celui qui va nous préciser dans quel dossier
on va mettre notre template, enfin nos templates. Là, en l'occurrence, c'est dans le dossier template. Le nom importe peu, mais il faut simplement lui préciser, bien entendu. Et ensuite, on va créer une variable d'environnement qui pointe vers ce loader, c'est-à-dire vers ce file system loader. Alors, évidemment, quand vous passez par des outils comme Django et autres, vous avez d'autres systèmes comparables. Il existe plusieurs loaders dans Jinja. Jinja 2, enfin je dirais Jinja, mais c'est évidemment Jinja 2. Il y a plusieurs systèmes de loader. Là encore, si vous utilisez Django, bah, vous vous calez sur les systèmes de Django, etc. C'est un peu l'idée de ces outils-là, ou de Flask ou autres. Mais nous, on va rester dans du truc à la main, c'est-à-dire en se passant justement de ces systèmes. On va avoir deux étapes à chaque fois, enfin plusieurs étapes plus exactement. La première étape va être de charger un template en particulier, puis de faire ce qu'on appelle le rendering, c'est-à-dire le fait de laisser à Jinja le soin de traiter ce template de manière à justement nous renvoyer, bah, dans notre cas, du HTML. Alors, pour info, hein, on se fixe comme objectif de générer du HTML, mais on pourrait générer n'importe quel type de fichier autre que HTML, mais c'est vraiment l'idée de notre tuto en l'occurrence. Donc pour ça, eh bien, je crée une variable template qui va être donc qui utilise notre environnement, incluant le loader, etc. Et j'ai une fonction qui s'appelle getTemplate, tout simplement, dans lequel je vais préciser mon template. Alors je vais l'appeler, mettons, test.html. Alors l'extension importe peu, hein, mais alors, il conseille d'utiliser une extension .jinja pour qu'on puisse détecter les choses. J'avoue qu'en utilisant l'extension .html, eh bien, je conserve les assistants HTML et c'est un petit peu plus simple à manipuler, on va dire. Alors là, évidemment, il me faut un fichier qui s'appelle test.html. Hop là. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Hop là. Hop là. Et dans ce fichier test.html, eh bien, on va mettre un hello et un h1. Bonjour. Voilà. Bon, le basique HTML, évidemment, même s'il est syntaxiquement correct, etc. Voilà, pour l'instant, c'est notre cas. Donc j'ai maintenant enfin, notre fichier test. Je vais peut-être le mettre sur le côté ici, de manière à voir effectivement d'un côté mon template et de l'autre mon script. Et dans un premier temps, en tout cas, le résultat s'affichera en dessous pour pas forcément créer des fichiers à chaque fois, bien sûr. Donc une fois que j'ai chargé ça, eh bien, je vais créer une variable alors, que j'appelle HTML, qui sera donc la résultante de mon HTML, et je vais demander à Jinja de rendre justement mon template, c'est-à-dire d'interpréter les codes qui vont être dans ce fichier test.html et de pouvoir y assembler effectivement des éléments. Et puis ensuite, eh bien, on va pouvoir faire un print de HTML. À partir de là, si j'exécute, bah, vous voyez que dans ma console, pour l'instant, eh bien, s'affiche tout simplement le fichier en question. Bon, jusque-là, pas très intéressant. Il n'a rien traité à l'intérieur, forcément, puisque je n'ai rien à l'intérieur, bien évidemment. C'est aussi simple que ça. Une fois qu'on a vu ça, bien, alors là où ça devient intéressant, c'est que, bien entendu, je vais peut-être retirer ces deux lignes-là pour la lisibilité uniquement. On mettra plus tard, hein, mais voilà. Donc pour le système de template, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre des variables à l'intérieur de notre système, et donc on peut traiter et justement automatiser le contenu de ce fichier. Et tout l'intérêt, évidemment, vient de là. Donc pour pouvoir déjà utiliser des variables, il faut qu'on puisse transférer des variables vers le système, vers le template, et que ce système de template utilise évidemment les variables. Alors, je vais prendre une variable, donc celle-ci, qui va être destinée à être le H1, donc je vais l'appeler simplement H1, bien sûr.
Et dans mon système ici, eh bien, je crée une variable qui s'appelle h1, je transmets une variable qui s'appelle h1 et qui va devenir mon titre h1 par exemple. Et là, donc l'idée est de dire que justement, tu vas utiliser le template qui est ici, et dès que tu trouves une séquence accolade, enfin, nom d'une variable accolade, fermante, eh bien, tu remplaces par la valeur de cette variable. Et conséquence, ici, si je n'oublie pas de sauvegarder mon template, vous voyez que ici, eh bien, c'est maintenant mon titre H1 qui apparaît dans mon template. Enfin, dans mon fichier HTML, mon résultat HTML devient évidemment, c'est remplacé. Alors c'est un peu plus qu'un simple chercher-remplacer à l'intérieur de notre document, mais voilà. Alors après, on peut transmettre évidemment plusieurs variables, c'est-à-dire que si je mets, celle-ci est un title, eh bien je vais pouvoir lui transmettre également le title, qui va être égal à mon titre. Pas très inspiré en termes de... Je vais essayer de formater un petit peu mon document. Alors évidemment, une difficulté quand on travaille sur ce genre de système, c'est que on travaille dans plusieurs fichiers séparés et que chacun, il faut pouvoir passer de l'un à l'autre, évidemment. Donc là, j'ai créé deux variables, h1 title, j'utilise deux variables, h1 title, je n'oublie pas de sauvegarder les deux fichiers et j'exécute, et j'ai bien dans mon title mon titre, c'est-à-dire celui que j'ai défini ici, et dans mon h1, celui-ci. Bon, donc là, on a déjà une première étape. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que nos variables peuvent être de différents types. Typiquement, je peux créer un dictionnaire d'une personne qui possède un first name et un last name. Je vais l'appeler de l'autre côté data, par exemple, qui va être personne. Le nom que je donne ici n'est pas forcément celui que je donne ici, ça peut, mais ce n'est pas une obligation. Et à partir de là, dans mon template, eh bien, je vais pouvoir utiliser, comme on le ferait dans d'autres circonstances, data. Donc data, c'est ma variable transmise, et .firstName, c'est-à-dire la dimension firstName de mon template, enfin de ma variable, je vais y arriver. Et puis évidemment, lastName, comme ceci. À partir de là, vous voyez que dans mon paragraphe, j'ai maintenant le nom et le prénom, enfin le prénom et le nom. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un tiret ici, je vais plutôt mettre un strong, histoire de mettre le nom de famille, de lui donner un peu d'importance. Et puis on va mettre quelques retours à la ligne dans le source pour y voir clair. Et à partir de là, vous voyez que j'ai bien le Richard, le strong, etc. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Bon, vous voyez qu'il met des retours à la ligne partout. Bon, ça, effectivement, c'est là où le minificateur qu'on va pouvoir utiliser. On va peut-être juste faire un essai pour vous montrer tout de suite ce que ça donne. C'est-à-dire que plutôt que d'afficher HTML, je vais utiliser, je vais y arriver, la fonction qui s'appelle... Donc je vais pouvoir transformer HTML égale HTML, à condition bien sûr de rajouter le port qui correspond. D'accord, je minifie et vous voyez maintenant que mon document est tout de suite beaucoup plus optimisé, beaucoup plus compact, et du coup me permettra d'avoir une page encore plus légère, puisque ont été retirés les espaces, les accents, les trucs qui servent, enfin, non pas n'importe quoi, les espaces, les tabulations, les retours à la ligne, qui sont entre des balises et qui n'ont aucun intérêt, si ce n'est d'alourdir, l'intérêt de le rendre lisible, le document, hein, et que là c'est quand même vachement beaucoup plus lisible, alors que ici, c'est évidemment beaucoup plus compact. Mais la page serait beaucoup plus légère, évidemment. Donc je vais le désactiver, on va le garder pour la fin, mais pour montrer que ça peut avoir un intérêt évidemment d'avoir des pages, là encore, on cherche l'optimisation maximum, hein, bien sûr.
Donc je reviens sur mon système de template. Donc mon système de template va accepter des variables de différentes sortes. Il peut également utiliser des conditions, puisque nos variables par définition peuvent varier. C'est un peu le principe d'une variable. Et comme nos variables peuvent varier justement, eh bien on va pouvoir mettre des conditions en disant si jamais il a tel âge ou qu'il a une telle valeur, etc., eh bien on va pouvoir faire des tests et rendre de façon différente notre page selon un certain nombre de critères. C'est l'intérêt d'un système évidemment évolué plutôt que de simple chercher à remplacer, bien sûr, dans nos systèmes. Alors, on va donc faire évoluer, on va créer une variable qui va s'appeler show ads, qui va être égal à... Alors, comment je vais procéder? Est-ce qu'on va montrer la pub ou est-ce qu'on ne veut pas montrer la pub? Tiens, on va faire ça plutôt ici directement, on va pas créer une variable ici. Donc je crée une variable, enfin, je transmets un show ads, et si jamais, c'est là où le système de template va devenir intéressant, c'est-à-dire que hop, je vais pouvoir lui dire dans mon système de template, justement, hop, donc, je vais y arriver. Pourquoi je me trompe de touche? If show ads. Dans ce cas-là, on va mettre par exemple ceci est une pub et un div comme ceci. Je vais y arriver. D'accord, donc je fais un test à l'intérieur, c'est-à-dire est-ce que je dois montrer les pubs ou pas. Vous voyez qu'ici ma variable est à true, donc là, hop, j'ai bien ceci est une pub. Par contre, si je passe ma variable à false, eh bien je n'ai plus ceci est une pub. Mon rendu devient conditionnel en fonction de cette condition, évidemment. Alors on peut aussi d'ailleurs envisager un else, qui serait dans ce cas-là pas de pub. Voilà. C'est-à-dire que là, pour le coup, ma variable est false, j'ai donc pas de pub, mais j'ai autre chose puisque j'ai mis un else, alors que si je repasse à true, bien sûr, eh bien, ceci est une pub. Donc on a un rendu conditionnel en fonction d'une valeur, si elle est true, si elle est false. Si je précise, alors là j'ai pas testé, mais je présume qui, mettons âge, je vais me donner 25 ans, puisqu'on a toujours 20 ans. Ah bah si on a toujours 20 ans, je vais me donner 20 ans, il n'y a pas de raison. Si je lui mets par exemple, donc sur le même principe, sur le même principe, si donc data.âge est supérieur à 25, là on va mettre un tu es vieux. Évidemment, le formatage n'est pas forcément terrible par rapport à mes assistants dont je parlais tout à l'heure, mais peu importe. Là, je teste sur l'âge, j'enregistre quand même, et si j'exécute, vous voyez que je ne suis pas vieux puisque j'ai 20 ans. Par contre, si je passe à 30 ans, eh bien, je suis vieux, tu es vieux, etc. D'accord, donc on peut faire des tests comme ça, un petit peu élaborés, on va dire. Encore, la doc de Jinja 2 sera un peu plus complète par rapport à ça, mais on peut envisager des rendus conditionnels en fonction des valeurs qui sont dans nos données. L'idée étant d'être piloté par nos données, bien sûr, pour ce genre de contexte, bien évidemment. Alors, dans le même genre d'automatisation, je vais me situer ici, et je vais me situer ici. Donc, je vais créer un tableau d'animaux donc, et dans ce tableau d'animals, je vais mettre un certain nombre de variables. Et dans celui-ci, eh bien, je vais lui transmettre, on va l'appeler
lists, on va l'appeler animals, hein, qui est égal à animals, c'est-à-dire que je lui envoie un tableau. Ce qui est intéressant dans ces tableaux, c'est qu'on peut justement automatiser le parcours de nos tableaux et on peut typiquement, allez, je vais copier-coller, ça ira tout petit peu plus vite, générer ce qu'on appelle des boucles. Et là, pour le coup, on retrouve une syntaxe, là encore, qui est très proche de celle de Python, hein. C'est pour chaque animal dans la liste des animaux, eh bien, on va afficher l'animal en question. Conséquence, j'ai maintenant une liste à puces avec vos vaches cochons couvés générées à partir de la liste de mes individus. On verra tout à l'heure en fin de session que ces tableaux peuvent être des tableaux un peu plus élaborés, c'est-à-dire avec des tableaux de dictionnaire, typiquement, et on parcourt le tableau et on va chercher le nom de l'individu, le prénom de l'individu, etc. On pourrait envisager une liste de personnes, par exemple, enfin bref, tout un tas de trucs par rapport à ça. Et on fera ça avec notre exercice, notre manip finale. Alors, ce qui est intéressant aussi quand on est dans des contextes un peu complexes, c'est de se dire qu'on va créer des parties communes dans nos fichiers. Là, pour l'instant, je n'ai qu'un fichier qui s'appelle test, un template qui s'appelle test, mais on pourrait très bien envisager ce qu'on retrouve dans beaucoup de sites, c'est-à-dire une page d'index, une page de liste d'articles, par exemple, et puis le single d'un article, et puis quelques autres templates comme ça. Et donc, en construisant plusieurs templates, on s'aperçoit que typiquement le header, le footer sont des zones communes. Donc, on va plutôt s'orienter vers un fichier pour le header, un fichier pour le footer, et puis après, on va les inclure à l'intérieur en utilisant ce qu'on appelle l'héritage, hein, enfin, l'inclusion de morceaux, on pourrait appeler ça comme ça, euh, de parties de template. Alors, je vais remodifier mon template initial. Vous voyez que mon template initial, on va considérer que cette zone-là, c'est le header, que celle-ci, ce sera le footer, et à partir de là, on va pouvoir répartir nos éléments. Donc typiquement, je crée, alors là pour le coup, on va créer un fichier header.html. Et dans ce fichier header.html, eh bien, je vais... Alors c'est là où mon assistant est un peu agressif. Pour celui-ci, comme on commence à mettre en place des morceaux de fichiers, il ne faut pas qu'il y ait de la complétion évidemment automatiquement. Donc celui-ci, je vais l'appeler header.jinja. Voilà. Et là, il ne me ferme pas les éléments. Il y a des travaux à côté. Je ne sais pas si ça s'entend, j'espère pas. Il y a quelqu'un qui tape du marteau. Donc j'extrais un morceau dans un fichier jinja. Enfin, header.jinja. Alors évidemment, à partir du moment où j'ai extrait ce morceau, je l'ai déplacé, je ne vais pas le retrouver ici, bien sûr. On va faire le footer tout de suite. Hop, donc là, et je crée un nouveau fichier, footer.jinja. Encore, hein, le nom de l'extension n'a aucune importance, ça pourrait être .txt, ça pourrait être n'importe quoi, peu importe. Donc le header, le footer, ici j'ai donc le début de mon fichier, la fin de mon fichier. Évidemment j'ai enlevé des morceaux, ils n'y sont plus. On va donc les inclure ici. Ah. En incluant header.html, jinja. En haut et include footer jinja en bas. Et là, typiquement, je ne change rien de ce côté-ci et vous voyez que j'ai bien reconstitué ma page, mon header, mon footer. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que ces fichiers-là peuvent avoir aussi des morceaux, enfin des variables à l'intérieur, etc., qui permettent d'aller chercher, des valeurs que l'on transmet ici. Peu importe, hein. Bon, Jinja, je ne sais pas trop comment il fonctionne au niveau technique à l'intérieur, mais je pense qu'il doit charger le premier template, charger le deuxième, faire ses petits assemblages, et ensuite scanner les variables. Du coup, nos variables peuvent être situées à peu près partout, comme ceci. Donc l'inclusion de fichiers
est quelque chose d'intéressant quand on a des gros projets, évidemment, et plus le projet grossit, plus on a plein de petits morceaux d'éléments. Voir un système de blocs qui dépasse un peu cette rapide introduction, qui permet notamment de définir des zones à l'intérieur de nos pages et de pouvoir lui dire, bah, dans un template enfant, bah, cette zone-là va aller là, cette zone-là va aller là, etc. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas inintéressant pour des gros projets. Nous, on va faire un petit projet, donc on va pas aller très loin, bien sûr. Alors, petit projet, donc ça c'était pour notre test. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, maintenant qu'on sait utiliser un template, bien sûr, il faut qu'on puisse bah, créer vraiment quelque chose d'intéressant. Donc pour ça, eh bien, moi j'aime bien utiliser ce qu'on appelle l'open data. Et dans l'open data, vous avez notamment, si je retrouve l'élément, donc des endroits où on peut télécharger en fait des fichiers, hein, bien sûr. Euh, Typiquement, alors, pour l'exemple, j'ai été sur le site qui s'appelle opendata.fr et je télécharge donc dans Export un fichier JSON qui comprend l'intégralité de, de la liste de tous les collèges publics et privés des Hauts-de-Seine. Donc non pas que le sujet m'intéresse particulièrement, mais comme mon fils est au collège, bah, voilà, c'est pourquoi pas celui-ci. C'est un fichier qui a une certaine structure, on va l'étudier un petit peu, et une fois qu'on aura étudié cette structure, eh bien, on va créer un template basé sur ça. Un truc un peu élaboré quand même, parce que c'est plus intéressant, bien sûr. Donc pour ça, première chose à faire, est-ce que c'est la première dans l'ordre ou pas, peu importe. Euh, Ce qui peut être intéressant, si la première chose à faire, c'est de voir un petit peu qu'est-ce que notre fichier a dans le ventre, évidemment. Donc là, je vais créer un deuxième fichier, tiens, je vais l'appeler collège au pluriel, et je vire tous nos petits exemples. Non, je vais peut-être pas tout virer, je vais garder tout ça pour l'instant. Voilà. Pour se concentrer un petit peu sur le chargement des données, bien entendu, c'est un fichier JSON. Donc il faut évidemment, je triche, on va importer le package JSON. Ensuite, on doit évidemment charger le fichier, charger les données. Donc là, hop, je retriche. Alors, soit on commence par charger nos systèmes. Tiens, je vais mettre des commentaires. Donc le template. Donc on charge les templates. Celui-ci, on le met plus tard parce qu'on peut être amené à charger d'autres templates, peu importe. Ensuite, on va avoir chargé les données. Donc, charger les données, eh bien, j'ai récupéré un fichier qui s'appelle collège public et privé et je le lis avec un JSON load relativement basique. À partir de là, juste pour voir, eh bien, je vais afficher un des éléments de de ce fichier pour voir comment est structuré cet élément. Pour info, j'avais un petit peu évidemment préparé. On reçoit en fait un fichier qui est composé d'un tableau de dictionnaire. Et donc si j'exécute ici, eh bien hop là, ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas encore désactivé. Donc là, hop, on va arrêter là pour le moment. Voilà. Et là, vous voyez que j'ai mon fichier qui est en fait un ensemble d'éléments. Donc j'ai pris le numéro 5 ici, qui est donc le collège des Champs-Philippe à la Garenne-Colombe. Euh, enfin, chaque collège va être décrit de la même façon. Donc une fois qu'on a notre fichier, vous voyez qu'on a un élément qui s'appelle fields. Fields étant pour chaque collège, alors je pourrais très bien lui dire, tiens, ne m'affiche que fields, puisque le dataset ID, etc. sont des infos qui ne m'intéressent pas. Et puis je rentre à l'intérieur de mon fichier JSON, et vous voyez que là maintenant j'ai mon élément, et si je veux le nom, tiens, je vais prendre l'URL du collège, et bien je vais pouvoir aller chercher l'URL du collège. Et là vous voyez que seul l'URL du collège s'affiche. J'ai un fil sur mon casque là qui m'énerve depuis tout à l'heure. Pardon.
pas m'énerver. Alors, une fois qu'on a ça, on va maintenant s'attaquer aux templates. Alors, notre template, on va avoir deux fichiers dans notre projet, enfin deux types de fichiers. Premièrement, la page d'accueil dans laquelle on aura la liste de tous les collèges, et deuxièmement, un single pour chacun des collèges. D'accord, c'est-à-dire une page individuelle. Donc, comme on va avoir effectivement deux éléments, on va recycler header et footer. Tiens, c'est pas bête ça. Header et footer. Ouais. Et là, j'ai mon test. Donc, je vais maintenant créer un deuxième template que je vais appeler index.html, celui-ci, HTML, qui va reprendre globalement, hop, pour l'instant, ces deux éléments-là, et entre les deux, voilà, liste des collèges du 92, je mets la source pour ceux qui veulent la mettre. Ce qui pourrait être sympa aussi d'ailleurs, c'est de mettre en place un petit bootstrap ou un truc comme ça, histoire d'avoir un template un peu plus intéressant. Alors, donc je vais dans le header, je le fais en accéléré à partir de mon essai de tout à l'heure, c'est-à-dire, j'insère Bootstrap, un lien vers Bootstrap, je remets du coup les trucs que j'ai enlevés tout à l'heure. Et puis on va mettre un conteneur, ça peut être pas mal d'avoir un conteneur. Et à la toute fin, comme j'ouvre tout ça, je vais dans mon footer, fermer. Alors c'est là où, quand on travaille sur des templates, il faut faire attention à bien fermer dans un fichier ce qui a peut-être été ouvert dans un autre. Donc c'est une logique un peu particulière. C'est parfois plus simple de créer un fichier et puis après de faire le découpage, bien sûr. Donc là maintenant j'ai inclus le header, j'ai inclus le footer. Dans mon header je vais avoir ma CSS et mon conteneur. Dans mon footer j'ai mes fermetures. J'ai une partie statique on va dire. Et après à l'intérieur on va vouloir afficher des informations sur chaque collège. Et donc créer un template un peu élaboré. Alors, un peu élaboré, c'est évidemment, il faut relativiser, mais je vais créer un tableau qui va reprendre un certain nombre d'informations sur chacun des collèges. Je vais me limiter à nom, adresse, code postal commune. Donc ça, c'est du HTML statique, c'est l'entête de mon tableau. Et évidemment, dans mon tbody ici, c'est là où je vais vouloir lister tous les collèges. D'où utilisation, bien sûr, d'une boucle, comme on a vu avec Jinja. Une boucle qui va parcourir chaque collège. Je vais lui envoyer tout mon paquet de collèges d'un coup et je vais laisser le système de template faire le chargement, faire le traitement. Qu'est-ce que je vais avoir à l'intérieur de cette boucle? On est dans un tableau, donc je vais avoir des TR, je vais avoir des TH, c'est-à-dire des cellules titres, et bien entendu des systèmes de template. D'accord. Donc, alors c'est là où la structure de notre objet est importante. Je rappelle, on a vu dans le petit débugage que notre objet, hop là, apparaît ici, possède un champ qui s'appelle fields et possède des informations à l'intérieur, dont le URL, dont le numéro, le UAI, qui est la clé primaire, c'est-à-dire le numéro unique. Je vais donc pouvoir aller chercher pour chaque collège, dans le champ fields, l'information qui m'intéresse, donc le UAI, pour la case UAI. Pour le deuxième, c'est pareil, c'est-à-dire je vais chercher le nom, on met l'adresse, le code postal et la commune. Donc on regroupe évidemment, on va chercher dans le champ fields toutes les informations qui nous intéressent pour chacun des collèges. Ensuite, retour à mon moteur. Donc mon moteur, pour le coup, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tout simplement, on a chargé data, data contient donc tous mes collèges. Je retire ça, je mets ça en commentaire. Et dans le render, j'ai besoin d'une variable que j'ai appelée collèges au pluriel. Donc je vais lui dire que collège est égal à data. Attention, bien prendre index. Et là, vous voyez, il m'a généré ma page d'index. Alors, ça s'affiche en dessous. C'est pas mal, on est plutôt content. On va peut-être le créer tout de suite dans le disque. Ce sera fait. Donc une fois que j'ai ça, que j'ai rendu mon collège, j'ai une variable qui s'appelle HTML.
ne me reste plus qu'à, dans mon dossier build, ce coup-ci, donc l'autre dossier, celui qui sera la résultante, j'ouvre un fichier en écriture, j'écris dedans et je ferme mon fichier. À partir de là, si je réexécute, eh bien, théoriquement, il me crée ma page d'index, et vous constatez qu'il m'a créé ma page d'index, et on a la liste, voilà, et vous voyez qu'on a bien la liste de tous les collèges. Je vais la mettre en petit, je crois que ça tient si je la mets en petit sur le côté. Voilà. Là, on commence à voir un résultat qui est intéressant. J'ai mis un live reload pour pouvoir se charger dessus. On a mis Bootstrap, donc il va bien effectivement mettre un petit peu de CSS dessus, c'est l'intérêt aussi. Et on a nos informations qui s'affichent. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est que quand je clique sur ce collège-là, ou ce bouton-là par exemple, eh bien je me rende sur le single de chaque collège, et que chaque collège possède un single. Alors dans un site statique, dans un site dynamique, pardon, ça supposerait de faire un lien qui transmette l'URL, enfin la clé primaire. Là, nous, on va être obligé de créer le fichier indépendant, et donc d'avoir besoin d'un template correspondant à notre single, et à l'intérieur de ce template, envoyer l'information de chaque collège. Pour le coup, on va donc faire une boucle dans notre Python, une boucle qui va parcourir la liste de notre tableau de data qui est ici, et créer un template, enfin charger un template pour chaque collège, et rendre chaque template, et sauvegarder chaque template. Donc on va voir ça, ça correspond à la page d'index. Alors je peux remettre la minification en place d'ailleurs. Si je réexécute ici, l'avantage c'est que maintenant vous voyez que ma page est beaucoup plus légère, hein, bien sûr, elle est minifiée. Donc quand elle est minifiée, elle fait 16 kg. Si j'enlève la minification, elle ne fait plus que... Elle fait 28 kg. Donc on passe de 28 kg à 16 kg, simplement en minifiant le truc. Donc c'est vraiment intéressant évidemment, parce que c'est de la bande passante à utiliser, enfin, qui sera consommée. Donc prenez le réflexe de toujours minifier, hein, évidemment, dans ces cas-là. Bon, là c'est hors sujet, enfin c'est important, mais voilà. Alors, notre liste de collèges, donc là ce qu'il nous faut, alors évidemment déjà, c'est modifier notre template pour qu'on puisse avoir un lien qui mène vers la page single. Et retour à mon template. J'ai ici mon fichier donc, qui s'appelle collège. Je dois faire un lien. Hop là. En face de chacun, donc à href égale. Je remets l'UAI. Alors en n'oubliant pas, donc je prends comme principe, hein, de me dire que celui-ci, ça c'est son numéro UAI, c'est-à-dire sa clé primaire. Il faudra que je créerai des fichiers qui s'appellent UAI, donc .html à la fin. Du coup, il ne faut pas que j'oublie quand je fais mon lien de faire de .html, bien sûr, ici. Mais il me le reformate, bon, pourquoi pas. Hop, hop, voilà, il me le reformate. Bien, donc ça, le lien est en place. Évidemment, si je réexécute pour l'instant, maintenant j'ai des liens, mais pour l'instant ça ne marche pas puisque les fichiers évidemment n'existent pas encore. Ok, phase suivante. Donc on a notre data. Alors là pour le coup, on ne va pas charger le template et envoyer tous les fichiers. Il faut qu'on fasse une boucle qui charge un template à la fois pour afficher les fichiers. Pour traiter, on doit charger notre template plusieurs fois. Bon, peut-être qu'on peut le charger qu'une fois et le rendre plusieurs fois, ça c'est possible. Ça doit accélérer un petit peu le... Non, pas maintenant, Java. Ça doit accélérer un petit peu le traitement, de ne pas le recharger à chaque fois. Bon, c'est des process qui sont... On va tester en optimisant un petit peu. Alors déjà, on va faire notre boucle. Donc notre boucle ici. Donc là, je vais parcourir mon data, c'est celui qui contient la liste de tous les collèges, et je vais traiter chaque collège un par un. Et juste pour vérifier, je vais enlever celui-ci qui ne me sert à rien pour l'instant. Hop là, ici, le fields et puis le nom, on constate bien qu'on peut accéder à toutes nos informations ici.
Donc notre objet collège contient déjà un certain nombre d'infos. On va donc déjà charger notre template. Oh là, j'aime bien faire du copier-coller moi. D'un fichier single.html, puisque l'idée ça va être de le rendre à chaque fois. Je ne l'ai pas créé d'ailleurs mon fichier single. Alors peut-être commençons par ça. Alors notre fichier single va avoir quelques ressemblances avec le précédent, mais aussi quelques différences bien sûr. On va déjà commencer par le sauvegarder. Voilà. Alors évidemment le titre ce ne sera pas la liste des collèges du 92. Il faut aussi que je prévoie un bouton revenir à la page d'accueil. Ça peut être intéressant. Revenir à la liste. Donc déjà, voilà. Je vais faire du copier-coller, hein, ça ne change pas grand-chose. L'idée, ça va être tout simplement donc, de mettre en place un mécanisme qui va me permettre de revenir à la page d'accueil, bien entendu, et ensuite d'afficher les informations, seulement celles qui m'intéressent, en faisant attention à ce que tout à l'heure, on envoyait l'objet complet, donc on avait le point fields, point quelque chose. Là, on ne va envoyer que le fields de chaque collège. On n'aura donc pas à préciser point fields, point quelque chose. C'est la grosse différence. Vu encore une fois comment est organisé ce fichier, hein, j'insiste bien, ça dépend de chaque fichier, de chaque structure de fichier, hein, bien sûr. Donc le principe est posé, à partir de là, on va chercher les éléments qui nous intéressent, typiquement le nom du collège, l'adresse du collège, le code postal, et puis on fait la présentation évidemment qui nous intéresse, le lien, qu'est-ce qu'on pourrait afficher d'autre, voilà, on va faire ça, voilà. Donc si vous voulez mettre en pause, c'est le moment juste qu'on mette tout sur la page, voilà, où on va chercher en fait toutes les dimensions qui nous intéressent, tous les éléments qui nous intéressent. Encore par rapport à notre structure, je rappelle que en ouvrant le fichier collège, vous voyez que on a, c'est pas très lisible ceci dit. Si on veut être très rigoureux, on va à la source et sur la source, vous avez le modèle de données et vous avez ici le nom de toutes les variables. Alors qui s'affiche en minuscules, attention dans notre cas, et vous avez en plus l'explication de à quoi correspondent les variables en question. Chef de déplacement, l'URL, le numéro SECPA, etc. Bon, il y a des trucs que je ne sais pas trop ce que c'est, pour être clair, mais vous voyez qu'on a accès à toutes ces informations. C'est ces éléments-là que l'on va retrouver dans notre template, dans le nom de collège point quelque chose. Puisqu'elles sont dans fields en l'occurrence. Alors, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir traiter ça comme un template. Donc, j'ai chargé mon fichier single. On va retrouver le render. Alors là, pour le coup, j'ai ma variable collège que j'ai utilisée ici, donc collège quelque chose. Et j'ai ma variable collège Python qui correspond, donc collège est égal à collège. En orange, c'est celle dont le template a besoin. En blanc, c'est celle que Python connaît. Elle s'appelle pareil. Ce que je conseille, parce que c'est quand même plus clair, bien évidemment. Une fois qu'on a ça, et c'est là où, j'en parlais en intro, on va générer 134, 133, je ne sais plus combien il y en a, en quelques secondes, il va falloir que maintenant qu'on a traité le render, eh bien, on va pouvoir créer les fichiers sur le même principe que ce qu'on a ici. Sauf que bien sûr, c'est pas index qui nous intéresse, c'est le nom de chaque collège, c'est-à-dire en fait cette variable-là. Donc, on remplace ici par le numéro. On va créer dans le dossier build un fichier HTML pour chaque collège, et puis on va faire la boucle, etc. Je clique ici, et là vous voyez que j'ai la liste de tous mes collèges qui ont été créés. Si j'en ouvre un, vous voyez que là je suis sur un truc qui est totalement vide. Ah, donc le template c'est bien le bon, c'est simplement les données à l'intérieur qui ne sont pas transmises. Ah bah oui. Pourtant je vous ai dit de faire attention à ça et puis je suis tombé dans le panneau. C'est pas ma variable collège que je veux transmettre, c'est collège fields. Justement pour éviter d'avoir à mettre .fields partout dans mon template.
Alors, j'ai transmis ici, bon, et forcément il va chercher le nom parce que sinon il aurait fallu chercher le point fields qui correspond. Donc on reprend, et là maintenant j'ai effectivement mes éléments qui existent. Alors ça peut même aller plus loin parce que là maintenant mon site est opérationnel. Je reviens ici, vous voyez que maintenant je prends André Doucet et j'ai maintenant, hop là, on va afficher je suis un peu petit là, hop là, réinitialiser. Vous voyez que maintenant j'ai bien le truc, et puis on peut prendre n'importe lequel, hein, les Bouvets à Puteaux, et hop, on a les Bouvets à Puteaux, et notre site est pour ainsi dire fini. Voilà. Donc la génération, hein, du collège, enfin de tout le fichier, si j'enlève les affichages ici pour gagner un peu de temps, clac, clac, c'est fini. Voilà, clac, clac, hein, ça dure pas très longtemps. Et il m'a généré tous mes fichiers de mes 134, 133, je ne sais pas exactement collège. Alors notre système est évidemment très basique, mais correspond à des projets évidemment assez simples. Typiquement, une base de données, on saisit avec une interface quelconque et on génère tout ça en site statique, on met en ligne et c'est réglé. Euh, et ça donne des résultats assez intéressants, bien sûr. Les plus sportifs se connecteraient sur des Airtable par exemple, où on aurait des interfaces de saisie assez intéressantes. On se connecte dessus pour récupérer les données, on génère un site statique ultra rapide, et tout ça, une fois que c'est au point, évidemment la mise au point prend un peu de temps, euh, et bien tout ça en quelques secondes, à chaque actualisation, on régénère l'ensemble du site, et ça se passe plutôt bien. Après, bien entendu, là où ça se complique, c'est si on veut faire des trucs un peu élaborés comme WordPress par exemple peut faire, c'est-à-dire des systèmes de classement par catégorie, etc., et de générer des navigations en conséquence, et des renvois par ville. Si je reprenais mon exemple ici, je pourrais vouloir cliquer sur Nanterre et avoir uniquement la liste des collèges de Nanterre, etc. Alors, ce qui peut donner suite, on va le faire, mais dans un deuxième épisode, hein, pour ceux qui sont un peu plus intéressés, c'est-à-dire de pouvoir générer comme ça des systèmes de pages intermédiaires, de listes qui pointeraient vers des sélections, on va dire. On se retrouve dans un épisode 2.